Parlons de quelque chose qui est pas mal aussi dans le paysage en ce moment. C'est que il y a eu hier lundi, eh bien le gouvernement avait convoqué qui? Eh bien ces pelés, ces galeux d'où nous vient tout le mal. Meta, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitch, YouTube et Twitter, bien sûr, ont été convoqués et Aurore Berger leur a fait la leçon. La mission qui m'a été confiée, a dit Aurore Berger, est de protéger la société et nos enfants de la haine. Les contenus racistes, antisémites, sexistes ou anti-LGBT qui prolifèrent sur Internet en font partie. Donc voilà, elle a réuni tout le monde, attention, et elle a ajouté, toujours Aurore Berger, voilà, attention, les proliférations de contenus en ligne, ces comptes diffusent des images de violence, de claques, de baffes devant des mineurs, ils font l'apologie du terrorisme. C'est vrai que les claques et les baffes, on les voit jamais dans Paris, on les voit jamais dans les manifestations, on les voit jamais nulle part, on les voit que sur les réseaux sociaux, voilà, et elle a terminé, toujours Aurore Berger, ministre de l'égalité, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le temps d'une responsabilité est révolu. Je ne suis pas là pour imposer un point de vue moral, mais pour rappeler le cadre légal qui s'applique aux réseaux sociaux. Le Digital Service Act, législation européenne toujours, voyez, comme l'harmonisation des taux de TVA, toujours la législation européenne. Voilà. Et Digital Service Act, ce n'est pas possible. Rappel à l'ordre et les plateformes auront jusqu'au 14 juillet pour formuler des réponses écrites claires à ces questions. Sinon, c'est pan cucu. Attention, hein, les plateformes. Ça va pas aller. Bonjour, Fabrice Ebelboin. Bonjour. Bonjour, vous êtes, je rappelle, enseignant à Sciences Po et cofondateur du Yogosha, et on vous reçoit toujours avec plaisir parce que ce domaine, vous le connaissez, vous le maîtrisez. Juste, Fabrice Ebelboin, avant de vous donner la parole, je voudrais vous faire écouter quand même quelque chose d'intéressant aussi. Il n'y avait pas que Aurore Berger qui a parlé. Vous aviez effectivement en mars Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique, qui a été auditionné à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête sur TikTok. Écoutez, Gilles Babinet, lui, il va encore plus loin. Écoutez. L'enjeu, c'est un enjeu qui est fondamental pour la démocratie. Je ne pense pas que les réseaux sociaux, sous leur forme actuelle, soit compatible avec la démocratie. Et donc, on assiste à une altération extrêmement forte du débat démocratique, la montée des propos qui sont des propos à l'emporte-pièce et les propos articulés qui sont plus longs, plus complexes, plus difficiles à appréhender, ne sont absolument pas compatibles avec les algorithmes des plateformes qui n'y voient pas d'intérêt, tout simplement parce que eh bien, ça ne crée pas d'effet collant, ce qu'on appelle la stickiness en anglais, et donc à terme, le risque que seuls les gens qui ont des propos radicaux soient présents et que ça contamine évidemment, comme c'est d'ailleurs le cas, le débat public, le débat politique et finalement notre capacité à vivre ensemble. Voilà, carrément. Alors Fabrice Ebelboin, vous voyez, Gilles Babinet, lui, n'y va pas avec le dos de la cuillère. Les réseaux sociaux, dans leur forme actuelle, sont incompatibles avec la démocratie, en représentent un danger absolument non négligeable. Votre sentiment? On a un débat qui manque sur la notion de démocratie. Gilles Babinet a raison dans sa vision de la démocratie qui exclut la liberté d'expression, de la même façon que J.D. Vance, qui est un peu l'opposé, a raison dans sa vision de la démocratie qui s'appuie sur le premier amendement de la démocratie américaine qui est la liberté d'expression. Mais en France, on n'a rien d'équivalent au premier amendement de la liberté de la Constitution américaine. Il n'y a pas réellement de liberté d'expression. Elle est au contraire contingentée par plus de 200 lois qui interdisent de dire ça, 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 ce qui fait que, très concrètement, des experts ou des gens qui ont des opinions très modérées peuvent s'exprimer librement sans contrainte, parce que pour les experts, ils connaissent la loi, et pour les gens qui ont des opinions modérées, ils ne bousculent rien du tout. Ouais. Mais tous les autres ont toutes les chances de se prendre les pieds dans le tapis d'une loi ou tout simplement d'une convention médiatique qui fait qu'on ne parle pas de certaines choses quand on s'exprime publiquement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'exprimer publiquement. Il n'y a pas besoin d'être un expert qui passe dans les médias. N'importe qui, avec un compte sur un média social,
peut donner son opinion, et ça, effectivement, dans la vision que défendent aussi bien Aurore Bergé que Gilles Babinet de la démocratie, ça n'est absolument pas compatible avec le système politique qu'ils appellent leur vœu. Oui, mais Fabrice Ebelboin, juste un mot, je croyais naïvement peut-être que là, ce n'était pas une question de version de la démocratie. Je pensais que au-delà, attention, au-delà de la présence ou pas d'un premier amendement, je pensais que la liberté d'expression était constitutive, je parle dans tous les sens éthiques du terme, de la démocratie, et que ça s'arrêtait quand on commençait la censure. Mais, encore une fois, je ne parle pas des appels à la haine, etc. C'est quoi à ce moment-là? Si on considère que la démocratie n'inclut pas la liberté d'expression, sous le respect de la loi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qu'on vit en France, ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe dans tout un tas de pays qui sont malgré tout étiquetés comme étant des démocraties. La liberté d'expression n'est pas fondamentale de tous les systèmes démocratiques. C'est le fondamental des États-Unis, mais très objectivement, à ce stade, c'est les seuls. Et ils sont passés pas loin de l'abrogation du premier amendement, qui était très clairement quelque chose qui était poussé par le camp démocrate lors des dernières présidentielles. Oui, tout Pour à ce fait. qui est de l'Angleterre, typiquement, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont arrêtées chaque année, et ce depuis des années et des années, pour avoir posté un statut sur Facebook qui n'était pas conforme à la loi. On n'en est pas là du tout en France, mais on en prend la direction. Et on prend la direction d'une censure qui est de plus en plus forte, qui est grosso modo la direction que prenaient les États-Unis en 2001-2002. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. On a des visions de la démocratie qui sont plurielles. La nôtre n'inclut pas la liberté d'expression, si ce n'est pour du personnel autorisé qui s'exprime dans les médias, et encore. Mais pour ce qui est de ce que Alexandre Jardin appelle les gueux, ils n'y ont pas droit. Ils n'y ont pas droit, sauf à ce qu'ils aient des opinions très modérées. Oui, conception intéressante de la démocratie quand même, Fabrice Ebelboin. Mais justement, avançons là-dessus. Est-ce que ce rappel à l'ordre, est-ce que effectivement le Digital Service Act, on en a parlé ensemble, est-ce qu'au fond on s'oriente vraiment vers une mise au pas, une liberté encore plus surveillée et encore plus réglementée ou formatée des réseaux sociaux? À votre avis? C'est compliqué. C'est compliqué parce que avant l'arrivée de Trump, le principe du DSA qui avait été négocié en partenariat avec les Américains consistait à déléguer le pouvoir de justice à ce qu'on appelle les signaleurs de confiance. Chaque autorité, comme l'Arcom en France, nommait différentes associations qui elles-mêmes, à travers un processus tout à fait opaque mais très algorithmique, repéraient les contenus qui posaient problème, les remontaient aux plateformes, charge aux plateformes de les éliminer. Jusqu'ici, tout allait bien. Trump arrive au pouvoir et tout d'un coup le rapport de force s'inverse totalement. On n'a plus les démocrates qui sont tout à fait eux aussi pour l'abrogation du premier amendement et de la liberté d'expression. On a des républicains qui sont arc-boutés sur le premier comme le second amendement. Tout à fait. À partir de là, le rapport de force entre ces signaleurs de confiance qui remontent des informations à censurer aux plateformes ne se fait plus avec les plateformes mais avec le pouvoir américain. Ou le pouvoir chinois. Et c'est beaucoup plus compliqué de négocier avec une entreprise privée en la menaçant de centaines de millions d'euros d'amende si elle n'obtempère pas, que de négocier avec Donald Trump qui peut rétorquer avec Dieu sait quoi, des droits de douane ou allez savoir quoi. Quant aux Chinois, c'est à peine plus simple, peut-être plus simple finalement qu'avec Donald Trump, mais toujours est-il que ce bras de fer qui hier était pensé pour être entre la puissance européenne et des entreprises privées implantées sur le sol européen est aujourd'hui entre grandes puissances directement. Alors justement, et qu'est-ce que ça induit de ce point de vue, Fabrice Ebelboin? Juste un mot. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, l'Europe, enfin pour parler de l'Europe, vous avez bien décrit la situation aux États-Unis. Est-ce qu'on va aller? On a entendu un peu partout. On a entendu Thierry Breton, on a entendu beaucoup d'autres personnes, effectivement, avant Gilles Babinet et Aurore Bergé. Est-ce que ça veut dire que parce que ce qui m'a frappé, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est comment vous appelez? Signaleur de confiance, c'est ça, contrôleur de confiance. Signaleur, voilà. Eh bien, vous savez que c'est intéressant dans la réunion qu'il y a eu hier, ils n'étaient pas là. Les associations chargées de signaler effectivement les excès entre guillemets. Est-ce qu'on va alors, à votre avis, quelle que soit effectivement la notion qu'on a de la démocratie, est-ce qu'on, en tout cas chez nous, en Europe et ailleurs, on va vers quelque chose qui va être encore plus contrôlé qu'avant ou pas, ou à votre avis ce sera un statu quo très difficile à tenir?
Ça dépend complètement de l'issue du bras de fer qui est en train de se tenir entre la puissance européenne et la puissance américaine. La puissance américaine, traditionnellement, impose sa vision de la démocratie à peu près tout le monde. Depuis Trump, ils ont revu leurs ambitions à la baisse. Il y a eu notamment un discours de Donald Trump fait à Riyad il y a une quinzaine de jours qui pose les choses de façon très claire. Ils ne vont titiller les États étrangers au sujet de la démocratie que dans leur proximité politique immédiate, c'est-à-dire très concrètement l'Europe. En dehors de l'Europe, ils n'ont pas trop d'ambition d'imposer un modèle démocratique ou que ce soit d'autre. Ça, c'est le discours de J.D. Vance à Munich qui date d'il y a encore 3 ou 4 mois. Mais sur ce point précis, pour ce qui est de l'Europe, ils comptent bien faire peser tout ce qu'ils peuvent pour imposer leur vision de la démocratie qui est totalement contraire à la vision qui s'est imposé en France, et que rappellent Aurore Berger et Gilles Babinet. Très justement, en France, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'est pas question de laisser une parole libre aux citoyens, le citoyen n'est pas suffisamment mûr pour avoir droit à la parole, et sa parole doit être totalement contingentée et censurée. C'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Bien avant les réseaux sociaux, on a multiplié les lois qui censurent la parole du citoyen. Rappelons que aux États-Unis, un gouvernement qui censure la parole des citoyens, c'est une violation de la Constitution. Donc on a des visions extrêmement différentes entre l'Europe et les États-Unis, et la France en particulier, et les États-Unis. Une loi comme la loi Guesso serait anticonstitutionnelle aux États-Unis, une loi comme le PSA serait anticonstitutionnelle aux États-Unis. C'est deux cultures politiques radicalement différentes. Le problème, c'est qu'on a été colonisé, entre autres avec les réseaux sociaux, mais pas que, toutes les technologies nous ont colonisés, qu'on est aujourd'hui une colonie numérique, que les médias s'étant effondrés d'un point de vue confiance, l'opinion publique se fait de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire dans un territoire étranger. Ouais. Mais merci de Fabrice Ebelboin, très éclaircissement qui valait vraiment la peine d'être rappelé, et merci, à bientôt. Merci. Sud Radio,